bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Céline Frémaux. Bonjour. Bonjour. Ministre bruxelloise de l'Environnement, CDH, conseillère communale à Uccle. On va parler de l'environnement, notamment de la COP24, parce que vous partez fin de journée en Pologne, à Katowice. C'est la conférence pour le climat, la COP24 donc. Alors, juste une question que tout le monde se pose. Marie-Christine Marguet a décidé de partir en train. Et vous, est-ce que vous partez en train? Non, je ne pars pas en train. Je pars en avion ce soir parce que je viens de terminer par ailleurs l'inauguration de l'obélisque des droits humains dont on aura l'occasion de parler. Et quoi, par c'est ailleurs, du chaud une autre activité m'attend qui est l'allocation loyer en logement dès ce jeudi. Alors, chacun fait ce qu'il veut. À titre personnel, j'ai toujours assisté à l'ensemble des COP depuis que je suis ministre de l'Environnement, même en 2014 quand c'était à l'autre bout du monde, et en l'occurrence à Lima, où j'étais fort seule. Mais je pense que c'est un moment fondamental. C'est un moment qui détermine l'avenir de la planète. D'accord, mais Céline Frémaux, sur comment y aller et être cohérent finalement avec les engagements. Est-ce qu'il faudrait se dire que quand une COP a lieu en Europe, ce serait peut-être mieux d'aller tous en train, tous les ministres régionaux? On pourrait rêver que tous les ministres aillent en train et que ça prenne 20 heures. Aujourd'hui, j'avais effectivement laissé entendre la déclaration des droits de l'homme, un engagement très précis à Bruxelles, et je pense que personne ne m'en voudra de vouloir boucler l'allocation loyer ce jeudi aussi au Parlement. Et plus largement, je ne sais pas si vous avez vu cette tribune du professeur Olivier de Scuter, c'était vendredi dans La Libre. Alors c'est un haut fonctionnaire qui travaille aux Nations Unies, il est aussi conseiller communal écolo à Ixelles, il faut quand même le dire, enfin il se présentait aux élections en tout cas, et lui il annonce « j'ai 50 ans et je ne prendrai plus jamais l'avion ». Donc il y a quand même un mouvement, et on ne revient pas ici sur l'exemple du voyage pour la COP, mais de manière générale, est-ce qu'il faut que les Bruxellois remettent en cause les voyages en avion? Je ne sais pas s'il faut remettre en particulier les voyages en avion. Ce qui est clair, c'est que de façon générale, Bruxelles a largement bougé. Depuis plus de 4-5 ans, comme ministre de l'Environnement, j'ai pu accompagner toute une série de transitions, que ce soit la mise en place de l'économie circulaire, dont tout le monde se demandait il y a 4-5 ans ce à quoi elle rimait, et qu'on voit très présente aujourd'hui à Bruxelles, où les déchets deviennent des ressources, que ce soit la question encore de l'année zéro déchet, dont le premier avion a connu... Est-ce que vous conseillez aux Bruxellois, pour justement préserver l'environnement, de moins rouler en voiture, de moins prendre l'avion? Je pense avoir été notamment à l'origine de la zone de basse émission. Et donc, de faire en sorte d'éliminer les voitures les plus polluantes de Bruxelles. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, les habitudes doivent changer, que ce soit dans la question de la consommation au quotidien, le zéro déchet, que ce soit la question de la mobilité, avec une mobilité qui soit beaucoup plus douce. Et je pense que chacun peut faire là où il est toute une série d'avancées. On ne demande pas aux gens d'être le plus vertueux possible, on leur demande d'être dans un mouvement, mais quelque chose qu'ils comprennent. Donc il faut de la pédagogie pour pouvoir expliquer pourquoi c'est indispensable et nécessaire aujourd'hui. Alors après la manifestation, il y avait énormément de monde, plus de 75 000 personnes, cette marche pour le climat. On a été très étonnés de voir que la Belgique, au sein de l'Europe, avait décidé de ne pas s'associer aux directives européennes qui étaient quand même assez ambitieuses en matière énergétique. Tout ça parce qu'apparemment, les régions n'étaient pas d'accord. Bon, c'est pas Bruxelles, parce que Bruxelles était pour ses ambitions énergétiques. Mais par contre, pourquoi la Flandre et la Wallonie sont-elles à la traîne là-dessus? Il y a, je pense, une complexité institutionnelle aujourd'hui qui fait en sorte d'avoir des répercussions négatives sur les ambitions, et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, de façon très concrète, on sait que, notamment, la Flandre a une influence importante sur la politique climatique, mais qu'elle dépend aussi sur le plan économique du port d'Anvers, et que donc il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement flamand et même le fédéral, parce que la NVA a toujours défendu l'activité économique avant les enjeux climatiques. C'est pour cela notamment que j'ai déposé sur la table déjà il y a maintenant quelques années, et on en a reparlé la semaine dernière, la proposition de mettre en place une agence pour le climat sur le plan national, comme elle existe en commerce extérieur, qui permettrait de définir les positions avec un conseil d'administration qui est l'indépendance nécessaire, qui permettrait aussi de voir si les politiques qui sont menées dans les régions
région fédérale répondent aux objectifs qui sont les nôtres, avec évidemment une expertise extérieure indépendante et beaucoup de transparence aussi dans les processus. Qu'est-ce que ça aurait changé très concrètement? Imaginez, cette agence existe, il y a cette manif avec 75 000 personnes dans la rue. Qu'est-ce qui se passe Je pense qu'il y aurait une sonnette d'alarme qui aurait été en tout cas tirée dès le dimanche soir en disant, dites les amis, là mardi matin, il y a un vote au niveau du Conseil de l'énergie et je pense que la ministre fédérale aurait été avertie et qu'un conseil d'administration dans l'urgence aurait pu se tenir la veille en disant, est-ce qu'il y a vraiment lieu de ne pas reconsidérer les positions parce que le message que le politique va envoyer n'est quand même pas tout à fait conforme au message que les citoyens ont voulu envoyer le dimanche. 75 000 personnes dans la rue, ce n'est pas anodin. Ouais. Alors la COP24, vous y allez, ça va servir à quoi? C'est se mettre d'accord quand même sur des ambitions un peu plus élevées en matière de climat? La COP24 a pour objectif de traduire les engagements qui ont été pris à Paris par rapport à la nécessité de ne pas dépasser des réchauffements climatiques que la Terre ne peut plus supporter aujourd'hui. On sait que les trajectoires ne sont pas bonnes puisqu'on parle de 3 degrés. L'engagement pris à Paris, c'est entre 1,5 maximum 2. Donc ça veut dire que l'ensemble des entités doivent faire des efforts et je pense que Bruxelles la maison aussi. Belgique aussi et Bruxelles aussi. Je crois qu'on a pu avancer énormément en matière de rénovation. Il y a un plan stratégique rénovation énergétique, le bâtiment, les transports, il y a encore énormément de travail. J'espère que le fédéral pourra envoyer rapidement un signal, notamment sur les voitures de société, parce que c'est fondamental aujourd'hui aussi en termes de pollution. Ce qui va être déterminant pour nous, c'est le travail qu'on va pouvoir opérer aussi avec mes collègues. On a eu des contacts au niveau de la Wallonie et de la Flandre vendredi dernier en se disant il y a une nécessité de se voir très urgemment à partir d'aujourd'hui et de voir comment relever le niveau d'ambition. C'est ce qu'attendent les citoyens. Je pense que le politique peut à un certain moment mener toutes les ambitions qui sont les siennes. Il y a une nécessité de redoubler d'efforts aujourd'hui, encore plus qu'avant. Et vous le faites entre vous, parce que Mme Marguem est un peu absente. Mme Marguem est invitée, j'imagine quand elle arrivera à Katowice, elle se manifestera. Mais il y a une volonté de démontrer en tout cas que les régions sont en capacité d'augmenter les ambitions. Alors, ce week-end, il y a eu aussi ce fameux problématique gouvernementale au niveau fédéral, avec ce Michel II, comme on l'appelle, et avec la NVA qui quitte le gouvernement tout en restant un peu dans l'opposition. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que je vous demande là-dessus, parce que certains, notamment, je prends cet éditorial Béatrice Delvaux dans Le Soir aujourd'hui, elle dit « Les valeurs, c'est une fracture belge sans précédent. C'est la première fois qu'un gouvernement tombe sur une valeur. » Cette valeur, c'est le droit à la migration et une migration régulée, donc le fameux pacte de Marrakech. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, finalement, qu'un gouvernement tombe pour, finalement, de bonnes raisons? Je pense que la nécessité de défendre des droits et des valeurs reste fondamentale dans l'engagement de chacun. Visiblement, la NVA revenait systématiquement sur la parole donnée et a traduit aussi le pacte migration avec toute une série de peurs qui n'étaient pas le contenu de ce pacte en tant que tel, puisqu'on sait que le texte est non contraignant, qu'il va obliger à travailler sur des régulations. Donc on a fait dire à un texte qu'il n'était pas, probablement par rapport aussi à un électorat qu'on a encore besoin de séduire dans un segment électoral à venir. Nous, au CDH, nous avons pris acte, effectivement, du gouvernement Michel II. Ça a l'air en tout cas d'être un divorce à l'amiable. Nous verrons dans les jours qui viennent ce qu'il y a lieu. Est-ce que vous allez faire la pointe? Non, certainement pas. Je veux dire, ça a été clair. Nous, nos objectifs sont de travailler sur le bien-être, sur les soins de santé, évidemment la question environnementale et climatique. Maintenant, ce qui est fondamental, c'est de voir comment ça va être traduit dans les actes. Maintenant, à ce stade-ci, ça m'a l'air d'être un beau divorce à l'amiable qui a l'air d'arranger en tout cas tous les anciens partenaires. Alors, je parlais de valeurs. Aujourd'hui, c'est un jour important pour les valeurs. Ça fait 70 ans que l'on a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, plutôt des droits humains, on va dire, pour être peut-être plus correct. Alors, vous avez concouru à installer un obélisque à Tour et Taxi. Pourquoi ce symbole de 30 pierres de qualité différentes installées comme ça? Mais aujourd'hui, effectivement, ce 10 décembre, on célèbre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
On parle aujourd'hui de droits humains. D'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme est devenue la Ligue des droits humains depuis hier. Et je tenais à ce qu'à Bruxelles, on puisse avoir en plein air un endroit qui symbolise tous ces droits qui sont effectivement repris sous la forme d'une obélisque avec des pierres de couleurs différentes qui symbolisent la diversité de Bruxelles. J'ai voulu effectivement un parc régional dans la ville, entre Molenbeek et Bruxelles-Ville, là où Bruxelles trouve l'ensemble de ses couleurs, trouve la multiplicité des religions ou non. Et je pense que c'est toujours essentiel que les endroits de nos villes, les endroits de passage, puissent amener à la réflexion, à la pédagogie. Donc il y a un travail par ailleurs qui sera fait en partenariat notamment avec la Ligue des droits de l'homme pour permettre d'avoir des explications sur ce monument dès le printemps 2019. Mais je suis toujours infiniment persuadée qu'il faut que nous, politiques, contribuions à mettre des symboles forts dans la ville. Les droits humains, ce n'est pas rien, ils sont menacés tous les jours. On sait aujourd'hui qu'on a un pays qui peut enfermer des enfants. On sait qu'il y en a des journalistes qui, par le monde, sont menacés, voire sont tués. Que la liberté d'opinion, la liberté d'expression, que la liberté religieuse font l'objet tous les jours de dégradation. Et donc avoir cet endroit-là, à cet endroit-là en particulier, avec un travail fort avec le secteur associatif qui se bat pour la préservation, pour la reconnaissance de ces droits, était quelque chose qui m'importait énormément à titre personnel. Je pense qu'on n'en fait jamais assez sur le devoir de mémoire par rapport à nos générations actuelles et aux générations futures. Alors parlons un peu du CDH quand même, on va terminer l'interview là-dessus. Donc au moment des élections communales, vous avez dit qu'il faut faire de la place aux jeunes. Et on a vu, il y avait beaucoup de jeunes au CDH pour ces élections communales en région bruxelloise, bon, avec des fortunes diverses. On ne va pas revenir là-dessus, mais qu'est-ce que vous allez faire pour les régionales? Est-ce que l'idée aussi, c'est de mettre des jeunes en bonne place sur les listes? Mais je ne vais pas dévier de la trajectoire qui a été la mienne au 14 octobre 2018. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui qu'on a, et je vous le dis et je répète, une belle génération, une jeune génération, une génération formée, une génération qui s'entend. Et donc oui, les listes régionales et les listes fédérales sur Bruxelles feront la place aux jeunes, aux nouveaux aussi, parce que ce n'est pas toujours une question d'âge, aux personnes qui partagent nos engagements et nos convictions de plus d'humanité dans les villes. Et c'est vrai que l'obélisque fait écho notamment à cette partie de mon engagement. Et vous serez tête de liste au régional? Je serai tête de liste au régional d'abord si ça fait l'objet d'un consensus général, mais surtout si je peux porter une liste qui incarne ce renouveau, où il y a un passage à témoin qui s'opère, et si c'est bien une liste qui traduit mes aspirations au niveau de ce que doit être une ville comme Bruxelles, avec cette dimension de durabilité aussi, mais d'humanité profonde. Merci Céline Frémaux. Demain, ce sera Stéphanie Meyer qui vous présentera l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.